Salut, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors vous voyez avec un paysage comme ça, vous allez me dire ça y est, il est parti en vacances. Maintenant je suis parti tout simplement pour aller découvrir l'agriculture sur un département français qui est la Guyane. Et puis je vais vous proposer tout simplement de m'accompagner pour aller voir un peu les visites d'exploitation qu'on a pu faire avec différents types de structures, différentes exploitations, différentes productions. Vous allez voir qu'il y a vraiment un grand choix, un grand panel. On a passé 3 jours de visite complète. Et après moi j'ai fait une formation sur la communication pour des techniciens agricoles. Je vous propose de m'accompagner tout simplement dans cette visite, dans ces visites et de faire un petit tour avec moi. Allez, c'est parti! Notre première visite d'exploitation nous emmène donc chez Stéphane Lodor, qui est tout simplement dans l'ouest de la Guyane, près du fleuve Maroni, qui est vraiment en bordure extrême à l'ouest. Et on a un bel exemple de système un peu ancestral, qui est l'abatis-brûlis. Alors là ici utilisé en élevage. Alors au niveau des espèces au sol, on trouve des espèces qui s'appellent par exemple Brachario humidicolis, si j'ai bien compris, ou Brachario usda, tout simplement pour pouvoir couvrir le sol. Alors, il ne s'agit pas ici de raigrats ou de fétuques, hein. On a bien des espèces bien spécifiques par rapport à nos contrées de métropole. Et on peut voir ici au fond tout simplement le système d'abattis-brûlis, qui consiste à abattre les arbres, à enlever les feuilles, à faire brûler. Au bout de 2 à 3 ans, on va pouvoir exploiter les terres. Alors cette pratique a un coût forcément, ça peut coûter entre 3 000 et 10 000 euros le coût de déforestation, mais ça permet d'obtenir des terres à la fois riches en minéraux grâce aux éléments qui ont été abandonnés au fur et à mesure par la forêt, et aussi être utilisés pour les productions. Alors en élevage, on aurait tendance à pouvoir avancer comme ça au fur et à mesure, et ensuite, une fois que les terres sont épuisées, les laisser en friche abandonnée. Et ici la recherche du travail qui est faite, c'est plutôt pour essayer de conserver des espèces, donc toujours pour la production, hein. On peut voir ici les bêtes qui sont juste en arrière, et de pouvoir faire évoluer. Alors actuellement il y a à peu près une 40aine d'hectares qui est couverte par cette structure, sur environ 90 qui sont disponibles sur l'exploitation, et donc on a des choses intéressantes à voir. Le type d'élevage, c'est plutôt naisseur-engraisseur, avec bâtiment d'élevage aussi, avec un pâturage libre sur 3 parcelles de 5 hectares, environ 15 hectares, et un nombre d'animaux environ de 30 mères suitées pour l'exploitation. Un bon exemple ici de la flore tout simplement présente avant, l'arrivée de l'exploitation. On peut voir un peu la densité des arbres. Alors on n'est pas sur des arbres de gros diamètre, mais on a quand même une population extraordinaire et des hauteurs qui sont assez impressionnantes au niveau de tous les végétaux. On en voit certains qui ont des belles tailles. L'exploitation a été créée de toutes pièces il y a quelques années, aux alentours de 2013. On peut voir ici au fond la partie qui est défrichée dernièrement, et puis au fur et à mesure ici on va avancer sur les parties qui ont été défrichées en premier. Donc on voit l'évolution un petit peu des choses et des pâturages. On peut voir derrière tout simplement la luxuriance de la forêt. C'est assez impressionnant. Et aussi une belle verdure au niveau des sols. Alors parfois on a des périodes de sécheresse qui peuvent s'étendre du mois de juin jusqu'au mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Et là on voit la première partie qui avait été exploitée, qui est mise en système de rotation. Et on a donc une étable qui se trouve là-bas ici au centre, à côté de 3 magnifiques rochers. À l'arrière on peut voir quelques maisons, mais c'est vraiment un secteur quand même assez isolé, qui a été créé de toutes pièces, alors sans électricité. C'est pour ça qu'on a un petit compresseur que je peux entendre derrière moi, et sans eau bien entendu. Donc un des points principaux pour arriver à un élevage ici, c'est d'avoir une eau de bonne qualité, parce que si on va dans un marais ou dans une eau stagnante, c'est plutôt gênant. Donc la création de puits ou de moyens pour arriver à trouver de l'eau saine est capitale. Sinon on peut avoir forcément de la mortalité dans les bêtes et des dégâts et des élevages qui n'évoluent pas. Les races sont plutôt locales, hein. On est sur de l'Obram, qui est plutôt d'origine indienne, de provenance,
des races donc très rustiques, mais on peut les croiser, donc on peut voir un petit peu derrière par exemple de la Gascogne, on pourrait imaginer bien entendu d'autres races plutôt rustiques pour pouvoir apporter un peu plus de carcasse, parce que les races d'origine ici n'ont pas, j'allais dire, une dentition extraordinaire pour pouvoir absorber de l'herbe, et une carcasse aussi très légère, pas forcément très charnue en viande. Un des rôles de l'accompagnement ici dans ce type d'exploitation est tout simplement d'essayer de faire perdurer les herbages qui ont été déforestés dans les premières années, hein, parce que sinon au bout de quelques années il y a une dégradation forcément des structures, d'aider j'allais dire les exploitants aussi à utiliser au mieux l'herbage sous forme de pâturage tournant, de ne pas utiliser toujours les pâtures qui ont été faites et de faire avancer au fur et à mesure tout en maintenant une couverture végétale suffisante, donc en régulant correctement j'allais dire l'utilisation de la prairie, afin d'éviter d'avoir à redéforester par la suite et de voir les premières pâtures repartir en forêt secondaire, ce qui serait complètement contre-productif par rapport au travail qui a été effectué par, j'allais dire, par l'exploitant agricole, par les paysans, quoi. Alors ici, une visite d'exploitation qui est un peu typique du secteur, c'est-à-dire qu'on essaie donc de transformer une agriculture vivrière et de proposer donc un vrai métier, donc un métier d'agriculteur, donc à des personnes qui habitent déjà ici, en leur mettant à disposition des terres. Alors ici, il exploite environ 5 hectares, peut-être un peu plus en concession, qui lui sont mises à disposition, voilà. Et il a développé plusieurs ateliers, entre autres en culture, mais aussi en élevage, donc avec un atelier poule pondeuse d'environ 250 à 300 bêtes, une vingtaine de porcs, et puis aussi une activité annexe de courges, de bananes. Donc l'ensemble a été traité, j'allais dire, en abatis brûlis, hein, comme ça peut se faire un petit peu dans le secteur. Donc nettoyé. Il y a simplement eu un accès, vu que c'est en bord de route, hein, ce sont des terrains qui sont donnés en bord de route, afin d'éviter, j'allais dire, une prise non maîtrisée. Donc voilà, le terrain est mis à disposition par la DAF, et l'agriculteur commence un peu son activité. Un matériel de petite dimension, mais plutôt très récent, voilà, avec ce petit tracteur, avec ce broyeur et aussi un chargeur, qui permet certainement d'effectuer pas mal de travaux de broyage, entre autres dans la partie maraîchère de l'activité, qui elle était, j'allais dire, est possible et rendue possible tout simplement par l'eau qui se trouve dans la crique en bas. Et un des plus gros projets, si cet agriculteur arrive à obtenir une aide pour j'allais dire, l'évolution de son exploitation, c'est de pouvoir mettre en place de l'irrigation de façon un peu plus pratique que manuelle, comme elle l'est faite à l'heure actuelle. Alors ici, même si l'habitat des cochons peut paraître un peu précaire, quelque part ils ont de l'eau, de la boue, ce qui correspond aussi à leurs besoins naturels, de l'ombre, et donc ils sont pas si mal que ça, même si l'enclos voilà, paraît peut-être un peu limité. Et l'idée d'un système en clôture électrique qui s'implémente chez certains éleveurs de porcs plein air pourrait aussi être intéressant pour leur donner un peu plus d'espace. Mais en tout cas, ils ont, j'allais dire, le nécessaire pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Il y a aussi une production en citron, pastèque et banane qui complète l'exploitation. Alors ici, un exemple d'exploitation agricole en agriculture biologique, qui fonctionne un peu sous un système de permaculture, donc avec aussi un peu d'agroforesterie. On a des arbres qui sont, j'allais dire, étagés avec d'autres cultures intermédiaires. Et ici, on a une action aussi en parallèle, donc avec le CFPPA du secteur, la ferme, donc plutôt le centre d'enseignement, qui vient donner un coup de main pour le suivi des cultures et l'implantation. Et donc là, on voit des stagiaires qui sont en train
de réaliser ça. C'est plutôt une ferme expérimentale, sans forcément une vocation économique, mais qui a plutôt une vocation expérimentale. Alors dans cette même ferme, on a un système de mandala, donc c'est-à-dire un espèce de travail circulaire autour du tas de fumier, voilà, du compost plus précisément, donc qui se situe au milieu, avec un système d'écoulement d'eau, donc lors de la pluie, des pluies, éventuellement les jus imprégnés de nutriments peuvent aller dans les cultures aux alentours. Et là on peut voir les cultures extérieures, donc qui sont réalisées en espèce de fleurs sur les extérieurs, avec une rotation. Voilà, bon, ici on est en période de sécheresse, donc forcément une production moindre, mais on peut voir un peu la diversité qu'il peut y avoir avec le nombre de travail en planche qui sont donnés et découverts entre autres végétaux, vu qu'il y a des paillages qui sont utilisés en paille, en mélange VRF, et puis aussi avec des fumiers ou des composts. Ici, la commercialisation se fait par forme d'AMAP, donc il a, si j'ai bien compris, entre 47 et 57 clients. Alors qu'il ne peut pas fournir par exemple en ce moment parce que c'est vraiment trop sec, mais tout du long de l'année normalement il a une fourniture, et il s'est associé aussi avec un autre agriculteur pour pouvoir répondre aux demandes, parce qu'il a vraiment beaucoup de demandes à ce niveau-là. Une partie de l'exploitation profite d'un couvert de serre, tout simplement, donc soit avec un système de filet ici, ou alors de plastique comme de l'autre côté, avec les côtés tout le temps ouverts, hein, il n'y a pas besoin de fermeture sur les côtés. Et ici on peut voir les plantations, les préparations de plants qui sont en place pour les prochaines cultures. Alors ici on peut penser qu'il y a eu un passé tout simplement céréalier, étant donné la batteuse qui peut être présente ici. Voilà, c'est la première que je vois d'ailleurs sur tout le territoire. Ici on peut voir un tracteur laissé en abandon sur le côté. Alors pourquoi ? Peut-être qu'il y a un problème technique qui n'a pas pu être réparé. Et là derrière on en a un autre. Donc parfois on a des occasions typiques de voir des choses qu'on ne voit pas par chez nous. Ici on peut voir un système de réserve à eau, hein, qui permet tout simplement une irrigation donc au pied de la plante en système d'amnéno. Alors pas forcément goutte à goutte, je sais pas comment on appelle celui-là, avec une petite pipette tout simplement. Mais en tout cas qui vient amener l'eau à la plante là où on en a le plus besoin. Alors ici, une nouvelle exploitation avec une production qui est plutôt inédite ici en Guyane. Il s'agit du melon, étant donné que c'est quasiment l'un des seuls producteurs de melon. Alors ici, on peut voir la conduite qui se fait tout simplement sous plastique, plus pour retenir l'eau que pour apporter un peu plus de chaleur, étant donné que le climat est quand même très, très humide. Donc l'exploitant a ici réalisé des essais pendant plusieurs années, a plutôt eu des échecs. Il a enfin réussi à stabiliser grâce au changement de variété, et puis à des évolutions aussi dans la technique, utilisée plutôt en période sèche. Alors ici on peut voir l'alimentation donc par un système de tuyaux et un goutte à goutte, donc si je me trompe pas, qui est un goutte à goutte jetable, hein. Voilà, hop, qu'on peut voir ici. Voilà, tout simplement, et qui vient alimenter donc les parcelles. Alors on est sur 3 hectares quasiment, en système de rotation avec un cycle hyper court, étant donné qu'on peut atteindre 5 à 6 semaines, alors qu'en métropole, a priori, d'après ce que j'ai compris, on serait plutôt aux alentours de 8 semaines, donc gagner plutôt 2 semaines, bon, qui est dû certainement au climat et à la température, quoi. Bon, ici, en période un peu plus couverte, il va avoir un petit peu plus de temps tout simplement pour la production. Ici, l'agriculteur est plutôt mécanisé, hein. On peut voir pas mal d'outils, que ce soit broyeur, rotavator, rotobèche, système de plastifieuse aussi, certainement pour le système de melon, et puis d'équipements à disque. Alors peu de couverts végétaux tout simplement parce que le coût est énorme ici en couverts végétaux, donc c'est un inconvénient qu'on peut avoir. La préparation du plant est réalisée sous serre. Donc on peut voir différents stades ici d'avancée entre les plus petites pousses et les plus grandes.
Alors il faut savoir qu'en Guyane, on a forcément l'inconvénient d'avoir pas mal de ravageurs, vu les températures élevées, l'humidité aussi qu'on peut avoir dans l'air, étant donné que c'est tout le temps moite, on a forcément plus de ravageurs. Et on a les problèmes aussi de chenilles qui sont traités ici grâce à une bactérie, un peu comme on peut le faire sur des tomates ou d'autres productions, type chenille, et avec un système de soufflerie qui permet donc de passer en dessous de la culture pour atteindre la chenille. L'exploitation est cultivée donc par ce qu'on appelle les familles Hmong, donc qui sont originaires de l'arrivée des boat people dans les années 70-80, donc qui ont été placés ici afin d'éviter leurs soucis dans leur pays et donc d'être replacés. Ils faisaient des productions plutôt vivrières, maïs, riz à l'origine, mais comme ce sont des grands travailleurs, ils ont aussi pu développer des productions de commercialisation. Et on peut voir ici un bel exemple de production commercialisée, voilà, avec un gros développement, même si ça reste une exploitation, une entreprise familiale, avec l'épouse et puis aussi les parents donc, de l'agriculteur et de l'agricultrice. Alors l'utilisation du plastique a aussi un autre avantage, c'est tout simplement de limiter l'enherbement. On peut voir ici par exemple qu'on peut avoir un enherbement quand même un peu plus important. Ici on peut le voir développer un peu sur les passe-pieds, encore pas énormément. Et ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est tout simplement le type de terre. On est vraiment sur une terre très sableuse, donc qui retient peu l'humidité, d'où le choix, j'allais dire, de la partie plastique et puis du système de goutte à goutte. Qui est aussi un peu obligatoire ici pour pouvoir apporter l'eau nécessaire, mais aussi les nutriments, vu qu'il y a un système de fertigation pour tout simplement apporter les nutriments nécessaires au melon. Alors une autre production en essai, il s'agit ici de la papaye, alors qui n'est pas forcément un arbre, mais plutôt une plante, qui a la particularité d'avoir à la fois des fleurs mâles, éventuellement femelles, ou plutôt des plantes mâles et des plantes femelles, et aussi des plantes hermaphrodites. Alors les plantes mâles seront plus rondes, et les hermaphrodites seront plus allongées, voilà, et auront a priori, d'après ce qu'il nous est dit, un meilleur goût. Alors l'irrigation apporte un plus certain ici, tout simplement pour la production en termes de quantité. Voilà, on peut voir des plantes qui sont plutôt très bien fournies, et donc des rendements qui sont plutôt intéressants. Alors ici dans la partie verger, on peut voir les citronniers. Alors je pensais que ça allait être un peu plus haut que ça, mais non, c'est quand même plutôt bas. Voilà le citron ici bien vert. Et d'ailleurs j'ai l'impression que tout n'est pas cueilli, vu que certains sont tombés à terre, ne sont pas récoltés. La première journée se termine par la fin donc, de la visite de la ferme de Gaston. Et sous un coucher de soleil. Alors la particularité ici, c'est que, étant donné qu'on est quasiment à hauteur de l'équateur, le soleil se couche très très rapidement. Donc là, dans quelques minutes, on risque d'avoir un soleil couché. Et le matin, il se lève de très bonne heure. Et on a très peu d'amplitude, c'est toujours entre 6h quasiment, 6h20 ce matin à peu près. Et donc 18h ou 18h10 selon les périodes, donc le coucher de soleil. Alors ici on peut voir tout simplement un bel essai en agriculture biologique d'agroforesterie, donc pour des citronniers. Alors je ne savais déjà pas qu'on pouvait faire de l'agroforesterie avec des arbres a priori, et c'est plutôt intéressant à voir. Alors j'allais dire quelques soucis aussi de fonctionnement. Il faut savoir que c'est très jeune, j'allais dire, au niveau des essais. Donc on n'a pas forcément beaucoup de recul sur ce type d'arbre. Alors là ce qui a été mis, hop, je retourne la caméra, ce sont tout simplement voilà, un citronnier par exemple qui se trouve ici, qui est en train de pousser. Là ça fait 2 ans, la parcelle avait été ravagée tout simplement par du brûlis d'un voisin, et donc les citronniers avaient brûlé. Et donc en quinconce sont positionnés des arbres. Voilà, on a celui-ci, on en a une autre espèce aussi qui est présente entre deux, donc qui s'appelle des plantes de service, qui vont avoir pour rôle de capter l'azote de l'air, éventuellement de le restituer, donc pour pouvoir fournir au citronnier voilà, de la matière, étant donné qu'il y a quasiment pas d'apport de matière organique vu le coût d'implantation qu'on peut avoir ici et de transport entre autres. Je vous rappelle, on est loin de tout, quelque part en Guyane, on n'a pas forcément les ressources à la base. Donc vous avez ce type d'arbre qui peut compenser un peu ceci par rapport aux apports de matière organique ou de matière minérale qui auraient pu être apportés en conventionnel.
Alors ici, l'agriculteur a remarqué une réelle différence entre ses productions bio et celles de ses voisins qui sont en conventionnel, tout simplement par l'absence d'apport d'engrais. Alors on peut en juger aussi par le type de sol qu'on a, qui est toujours très sableux, hein. C'est vrai que je suis toujours hyper étonné, mais regardez, si on regarde de près, on voit que la matière, c'est bien du sable, hein. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas d'argile. Donc forcément, c'est un support très léger qui ne va pas favoriser le développement des arbres. Et donc, il y a une différence assez flagrante, alors qui peut être compensée aussi par le prix du produit. Le citron, ici, serait vendu à 3 € environ en bio, alors qu'il serait à 1,50 € en conventionnel, donc ce qui fait une marge conséquente. Toutefois, il faut espérer que la production permette de compenser, l'écart, parce que même s'il y a des aides bio, et il y a eu des aides aussi pour l'installation de ce type de mise en place à hauteur de 80% sur la partie, donc de la partie agroforesterie, mais pour l'instant en tout cas le résultat n'est pas encore validé, et encore en cours de présentation, et quelque part l'agriculteur se pose encore des questions, mais il est convaincu de l'utilité de la bio pour son exploitation, tout au moins au niveau de sa santé. L'agriculteur se fait accompagner par la coopérative Biosavane de Guyane, donc tout simplement pour le suivi des cultures. C'est comme ça qu'ils ont pu un peu doser les engrais qui pouvaient être utilisés dans la parcelle. Et ils pensent encore aussi faire d'autres expérimentations. Là, une discussion se faisait sur les plantes de service qui pouvaient éventuellement permettre de couvrir le sol, et pourquoi pas apporter tout au moins une couverture, et donc d'éviter d'avoir à broyer régulièrement, tout en apportant peut-être des éléments fertilisants, ou en évitant l'évaporation de l'eau par ces plantes. Alors un rapide passage nous permet de découvrir tout simplement la possibilité de fabriquer du miel aussi ici en Guyane, avec le président du syndicat des apiculteurs, qui nous a montré et expliqué un peu le fonctionnement d'une ruche, et puis le travail de sa récolte. Il a pu nous montrer aussi l'ensemble de ses outils afin de réaliser cette production, et le fait qu'il utilise essentiellement la chaleur quelque part pour l'ensemble de ses activités, sans trop de matériel électrique, si ce n'est la centrifugeuse qui permet de récolter le miel et de le sortir des alvéoles. Et même la partie cire est tout simplement refondue à l'extérieur. En même temps, vu le climat et les températures, là ici, ce serait abusé aussi peut-être de vouloir utiliser de la chaleur électrique, alors qu'on peut profiter de chaleur solaire. Alors une petite pause déjeuner frugale avec des sandwichs sous les arbres à l'ombre des cocotiers, juste à côté d'un petit village, le long d'un petit cours d'eau, enfin petit pour le secteur on va dire, hein, dans une ambiance très calme. La visite suivante nous amène chez Jean-Louis Antoinette, éleveur de bovins et de porcs depuis 2005. Alors il est sur une surface de 250 hectares, avec 2 sites distants, une surface agricole utile de 155, tout n'est pas forcément exploité bien entendu, comme beaucoup et souvent ici. 96 bêtes avec des vaches reproductrices, 25, et 35 truies et 450 porcs en plein air. Donc on a un élevage plutôt intéressant, avec des abris pour les porcs là, qui sont plutôt sympathiques et très agréables, car très frais comparé à la température. Je crois qu'ils doivent s'y retrouver. Et un système assez rustique, mais toutefois très bien organisé et très bien réalisé. Et une étable qui a le mérite de pouvoir faire naître dans des très bonnes conditions, et mettre bas donc dans les conditions idéales, tout en étant en extérieur la majorité du temps. Alors ici dans la partie thalasso, ou plutôt abreuvement,
on a un cochon qui doit faire un peu plus de 120 kg, 120 à 130 kg. Et la problématique que rencontre cet éleveur ici en ce moment, c'est simplement l'écoulement des porcs par rapport au prix et au débouché. Donc il y a un manque de débouché par rapport à ce produit-là, qui pourtant est a priori de qualité, mais qui cause de graves soucis et des questions à l'éleveur quant à son activité, la pérennité de son activité dans le même mode de fonctionnement. Alors le problème économique qui s'est posé, c'est tout simplement l'arrivée et l'importation de porcs donc de l'extérieur vers l'intérieur de la Guyane, et donc qui a déstabilisé le marché. Le marché étant vraiment petit, il suffit d'une simple importation d'une certaine dizaine ou centaine de porcs pour déstabiliser la structure et causer pas mal de soucis donc à tous les éleveurs en place. Alors pour la dernière visite de la journée, ici on peut voir un magnifique cocotier qui se trouve tout simplement au plein milieu d'une plantation de bois de rose. Alors le bois de rose a été exploité, j'allais dire de façon naturelle, c'est-à-dire qu'il était présent en Guyane naturellement, donc il a été exploité dans les années 75, tout simplement pour une utilisation donc en parfumerie entre autres, et en huile essentielle. Donc ce bois qui a une odeur bien particulière lorsqu'il est coupé, hein, on peut vraiment sentir quelque chose de très important, peut être traité tout simplement grâce à un alambic, et donc être distillé avec un appareil donc spécifique. On chauffe, on fait passer de la vapeur dans des écorces, et puis on récupère donc l'huile essentielle pour soit un usage donc de cosmétique, ou alors éventuellement en parfumerie, selon la qualité du produit qui est destiné. Et là, l'objectif ici, dans la recherche au niveau du CIRAD aussi, et puis dans l'association qui s'occupe de ça, c'est d'essayer de développer cette production pour qu'une filière puisse se créer, qu'elle soit suffisamment importante pour qu'elle puisse intéresser à la fois des acheteurs, mais aussi des producteurs. Alors il faut savoir qu'un arbre peut mettre jusqu'à une vingtaine d'années pour arriver à la maturité. Voilà, ici ils ont 16 ans, mais avec des systèmes d'élagage intermittents, on peut arriver à en faire repousser entre deux et donc en avoir qui repoussent régulièrement. C'est le cas ici par exemple de celui-ci où il y a des rejets qui ont été faits, et donc le pied va être réutilisé pour pouvoir tout simplement repousser. Ici sur la station expérimentale du CIRAD, donc on peut voir quelques essais, entre autres ici sur une partie café, et puis sur l'extérieur on peut voir aussi donc des essais qui ont été faits sur des agrumes, avec différents tests, entre autres sur des plantes de couverture, ainsi que des arbres fixateurs d'azote, afin de déterminer si en mode d'agroforesterie aussi, pour les agrumes, il y a un intérêt d'avoir ce type de démarche, et de pouvoir comparer les différents modèles plutôt, j'allais dire, conventionnels par rapport à d'autres systèmes qui sont un peu plus élaborés et qui sont mis en place ici. Alors un autre essai est mis en place tout simplement pour le développement d'un cacaoyer donc Guyana, qui est plutôt destiné donc à un développement et une recherche commerciale, pour pouvoir tout simplement trouver une nouvelle débouchée pour des agriculteurs, étant donné que ce produit serait de bonne qualité et complètement d'origine naturelle de Guyane au départ. Alors une des grosses problématiques rencontrées ici, c'est tout simplement la fourmi. Une espèce de fourmi qui peut venir déranger. Et là, il y a un système qui a été essayé et qui a priori rapporte un certain intérêt, qui permet d'éviter donc la montée de la fourmi certainement sur la plante, et donc son développement à l'intérieur qui pourrait gêner bien entendu le développement de la plante. C'est vraiment un des fléaux qu'on en a ici en Guyane.
Alors petit arrêt en bord de route pour voir une plantation de pitaya, fruit du dragon, alors plante que je ne connais pas, mais en tout cas une belle présentation, une belle pépinière j'allais dire, ou plantation. Alors on prolonge notre visite sur une exploitation donc en élevage sur une 40aine d'hectares, dont on peut voir ici le matériel. Alors c'est la première fois que je vois un système de presse ici, parce que souvent voilà, les fourrages sont plutôt donnés verts que j'allais dire travaillés donc en déné. On a aussi un outil à disque, un broyeur, hein, comme on a pour tout l'ensemble. Et il y a 36 hectares de pâture sur une 40aine d'hectares, avec une production essentiellement centrée sur le bovin viande. Donc nous sommes ici sur l'exploitation de Chantal Berthelot, ancienne députée tout simplement de sa circonscription, qui a fait une remarque tout à fait judicieuse quant à l'installation, parce qu'elle proposait aussi d'expliquer un peu comment elle s'était installée. On lui avait proposé 80 hectares à la base. Elle avait dit moi j'étais jeune, j'avais envie de m'amuser, de danser, donc j'ai refusé, j'ai préféré les 20 hectares qui étaient ici. Et elle a fait une remarque tout à fait judicieuse pour les jeunes qui s'installent, c'est qu'en général on ne sait pas forcément ce qu'on veut, mais souvent on sait ce qu'on ne veut pas. Mais je trouve que c'est tout à fait exact de bien avoir ça dans la tête lorsqu'on s'installe ou qu'on veut s'installer. C'est de dire peut-être que je sais pas exactement où je veux aller, mais je sais ce que je veux pas faire. Et je pense qu'il faut y faire attention pour pas être embrigadé dans un système où on se fait dépasser par son exploitation agricole, sa structure, ses productions. Et là je pense que la réflexion est vraiment très intéressante. Bon alors là on va voir un peu les mise en place d'agroécologie, ou plutôt d'agroforesterie, qui sont faits dans les pâtures, et voir comment ça se met en place ici. Alors on peut voir ici les dispositifs de mise en place donc des arbres, tout simplement entourés de tuteurs, mais aussi d'un système plastique qui permet de protéger donc l'arbre des attaques des animaux. En face on peut voir justement les animaux donc, qui sont d'origine brahmane, parfois croisés, donc qui ressemble un peu à des zébus. On voit la bosse de zébus, donc d'origine asiatique, très très rustique, mais pas trop de carcasse comme on a pu déjà le dire précédemment dans le reportage. Alors l'ensemble des parcelles donc ont été réalisées tout simplement dans une partie plutôt savane, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas aussi fournies en arbres, hein, c'était plutôt une espèce de clairière, et donc c'est resté un peu comme ça avec un couloir devant qui reste pour autant, je trouve qu'au niveau sol, même si là aussi c'est un peu sableux en dessous forcément, comme dans le reste du pays, on a quand même de la verdure. Alors ici on est sur une parcelle qui est fauchée et non pas pâturée. Alors la problématique de cette parcelle, c'est peut-être l'absence de matière organique, et donc l'apport de ce que l'on peut trouver dans l'étable va être remis ici. Peut-être qu'il faudrait faire une rotation. Madame Berthelot est en train de réfléchir un peu à ça. Là on peut voir une espèce de foin, ou d'herbe qui a été rassemblée. Au niveau des qualités, je pense que ça cesse assez vite. Pour autant, c'est pas forcément évident parce qu'il y a toujours de l'humidité. Et donc là, entre deux, on a aussi des parcelles mises en place en agroforesterie pour faire des tests, parce que c'était des parcelles centrales et qui n'avaient pas, entre autres, d'ombrage comme on peut l'avoir ici sur le côté, ou alors sur chaque bordure et en lisière de bois, il y avait forcément de l'ombrage pour les animaux, ce qui paraît indispensable ici vu les températures. Mais, au niveau des températures, je peux vous garantir que c'est très chaud. Tout à l'heure on était à 32 degrés, il était 10h du matin, donc voilà, tout va bien. Alors deux espèces ont été implantées, ici on avait du clitoria et ici du gliricidia. Donc on ne trouve pas forcément en métropole. Hein. Mais là ici c'est dans une pâture en fauché, non pâturée. Alors ici une présentation d'un matériel plutôt technologique pour analyser la conteneur des fourrages, qui est basé sur un spectromètre infrarouge qui va aller tester tout simplement
les composés de l'aliment. Et auparavant, il y a une base de données qui a été créée sur 150 espèces, donc là à l'origine de la Réunion. Donc le but c'était de vérifier si pour les espèces de la Guyane on pouvait trouver des concordances, mais évidemment on n'en trouve pas forcément énormément. Et donc ce système permet d'analyser les fourrages verts sans avoir à refaire des analyses, étant donné que plein d'échantillons ont été faits avec des analyses pour donner, j'allais dire, une base de données. Et grâce à ce petit appareil, avec cette tablette, on va pouvoir tout simplement l'analyser complètement et obtenir des résultats, j'allais dire, qui sont assez probants, tout au moins là pour la Réunion, et donc se balader avec son petit spectromètre pour voir dans les pâtures la teneur, la quantité en matière sèche, en protéines, la valeur énergétique, la digestibilité de l'aliment en question. Allez, visite suivante tout simplement avec quelques petits palmiers, avec des cocos, mais là on va aller voir tout simplement un poulailler en bio. Alors petite cabane à poules, voilà, que ils ont gentiment appelé aussi toilette sèche pour les poules. Et là, de quoi s'abreuver correctement. Petite pipette. Alors l'élevage ici se fait entièrement sur l'extérieur. Alors bien entendu, il y a quand même des couvoirs, des lieux où les poules peuvent venir se reposer, mais elles trouvent leur alimentation sur l'extérieur. Donc dans le sol, elles vont essayer de picorer, aller manger certaines plantes, certaines herbes que l'on peut trouver ici naturellement. Et il peut y avoir un complément, je veux dire pendant la période un peu plus sèche, pendant la saison sèche, éventuellement d'aliments. Mais comme il n'y a pas une fourniture aisée de l'aliment, et ben il peut y avoir par exemple aussi des cocos, 40 à 50 cocos qui sont donnés chaque jour pour alimenter les poules. Donc il y a des réserves qui sont faites, qui peuvent complémenter aussi l'alimentation. Alors ici l'éleveur nous indique qu'il est plus facile pour une poule peut-être de se défendre si elle n'est pas en cage, parce que sinon pour elle ce serait une prison. Et donc elles viennent rapprocher éventuellement la maison, donc lorsqu'il peut y avoir une attaque, hein, soit de volatiles ou éventuellement d'autres petits animaux locaux. Et donc pouvoir se défendre quelque part et apprendre à se défendre avec le temps et avec l'organisation, et d'être libre, elles peuvent mieux se sauver. Bon, bien sûr il peut y avoir de la perte, mais ça fait partie un peu du jeu de ce type d'élevage. Alors ici l'éleveur a plus une recherche d'adéquation entre le système environnemental de ces arbres, c'est-à-dire, et puis ces poules, que réellement une valorisation économique, étant donné qu'actuellement il lui reste à peu près une centaine de poules. Là il va en rentrer quand même 500 prochainement, donc avec une rentabilité un peu différente, mais actuellement avec 50 à 70 œufs dans les meilleures conditions. Alors ce sont des poules bio, hein, donc avec une valorisation mettons à 70 centimes de l'œuf. On arrive toutefois à une valorisation sur 50 € par jour, ce qui pourrait être un complément pour une exploitation, mais a priori pas nécessairement viable pour un atelier en complet, même dans des conditions ici. Alors par contre les poules vieillissent. Elles ont jusqu'à 5 ans, d'ailleurs ils se refusent de les abattre, ils préfèrent les vendre pour les donner à des gens qui cherchent un petit poulailler ou quelque chose comme ça. Donc voilà, une organisation et un objectif qui peut être un peu différent de ce qu'on peut voir de par chez nous. Alors ici on est sur l'ananas, donc on peut voir un petit peu les plants qui sont mis. Alors ils ont été mis en ligne, j'allais dire, autour de la maison, hein, sur la partie colline, donc sous forme de billons, hein. On voit un peu, voilà, pour éviter tout simplement les problèmes d'érosion, parce que forcément ici en pente on va avoir des soucis de ce type là. Donc ils sont système bâché, et il y a aussi un système de goutte à goutte qu'on peut voir ici en dessous pour l'alimentation. Dans les ananas, la plantation se fait par système de rejet. Donc voilà, par exemple ici vous pouvez en avoir un, vous en avez à l'essence du fruit, hop, voilà, qui vont tout simplement pouvoir tomber, être replantés, et c'est ça qui a donné d'autres, voilà, qui sont tout simplement mis en culture. Donc on peut récupérer d'une production à une autre les rejets afin de pouvoir les réimplanter. Ici, on peut voir une culture qui a été exploitée en planche, hein, donc voilà, l'enherbement arrive très rapidement, vu que ça date de juillet, et
on est au mois d'octobre, donc c'est vraiment bien couvert. On peut voir les rejets qui, voilà, enfin, ou plutôt les plantes qui sont restées. On peut voir quelques ananas tout petits, voilà, qui restent, voilà, qui ne sont pas arrivés forcément à maturité en temps et en heure. Alors le système se fait en induction florale, donc par un système soit de produits à base d'éthylène, soit avec un produit de charbon actif en bio par exemple, et qui permettent d'induire la floraison qui cause la création du fruit, et donc de piloter un petit peu les dates de production, donc qui sont sur 13 mois au minimum ici, et qui peuvent aller jusqu'à un peu plus. Ça dépend aussi des températures, et donc c'est conduit par système de bande pour pouvoir en produire toute l'année, éventuellement. Alors ici on est sur des plantes de service qui s'appellent les crotalaires, donc peut-être par le bruit qu'elles peuvent faire tout simplement lorsqu'on les bouge, qui rappelle un crotal, ou alors par la forme qu'elles ont et leur couleur peut-être brunâtre. Alors c'est une plante de service qui peut servir en interrang, par exemple dans certaines productions, donc qui va servir à couvrir le sol plutôt que d'avoir une adventice à la place, qui sème relativement bien d'après ce que j'ai pu comprendre, qui laisse des petites graines aussi, plutôt sympa. Hop, voilà, qu'on va pouvoir éparpiller. Voilà, des petites graines donc qui laissent tout simplement la possibilité de travailler et de les semer facilement en les éparpillant sur le sol et en les laissant pousser. Alors le système a été mis en étage, vu la récupération de 3 hectares à l'origine par l'exploitant, avec dans la partie supérieure la partie ananas, les agrumes qui se trouvent ici dans le milieu, parce qu'ils aiment bien avoir de l'eau mais pas avoir les pieds dans l'eau, et puis la partie bananerie qui se trouve en bas parce que eux supportent mieux, j'allais dire, ont besoin d'eau à la fois et supportent mieux aussi tout simplement la présence d'humidité dans le sol lors de la saison des pluies. Alors ici on peut voir le fruit qui est attaqué par un champignon qui s'appelle la fumagine. Voilà, la cochenille apporte un miella et qui va causer l'arrivée du champignon. Alors le fruit est tout à fait bon en consommation, il n'y a pas de souci, mais il a un aspect voilà, qui n'est pas forcément très propre. Donc qui peut être un peu néfaste. Par contre, on a les petites fourmis voilà, qui elles peuvent attaquer les cochenilles et qui ne sont pas néfastes pour l'arbre. Donc voilà, un système de lutte naturel a priori, plutôt intéressant, mais faut-il encore pouvoir le maîtriser entre guillemets, ce qui n'est pas toujours évident avec les fourmis qui seraient des fourmis des bois d'après ce que j'ai compris. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner et puis à essayer de vous faire découvrir l'agriculture guyanaise. Vous avez pu voir un peu sa diversité, sa richesse, voilà, et puis comment ça pouvait fonctionner un petit peu ici, avec les particularités que ça pouvait avoir. Et j'ai vraiment apprécié de le faire en tout cas, j'espère que pour vous c'est la même chose. L'ensemble des visites a été organisé tout simplement dans le cadre du projet Transagridom, donc entre autres pour rassembler l'ensemble des RITA hein, qui sont, j'allais dire, organisés dans ce cadre-là tout simplement par le CIRAD, et donc de pouvoir réunir l'ensemble des techniciens de ces structures qui sont là, dans les départements et dans le territoire d'outre-mer, et de pouvoir leur proposer à la fois des découvertes sur le terrain, mais aussi beaucoup d'échanges et beaucoup de discussions. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ma participation à cet événement est tout simplement due au fait que j'ai réalisé une formation d'ailleurs qui est en train de se terminer maintenant pour savoir utiliser son téléphone afin de réaliser des vidéos et pouvoir les monter rapidement. Donc on a bossé hier toute la journée et puis aujourd'hui ils sont en train de terminer ce matin une nouvelle vidéo. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié aussi tout simplement les contacts, les relations avec les personnes et puis des gens qui étaient vraiment très ouverts et très positifs, qui m'ont appris énormément de choses sur voilà, l'agriculture aussi, outre-mer, ultramarin comme on dit. Alors je voulais vraiment aussi remercier l'ensemble des organisateurs de m'avoir permis de participer voilà, aux visites qui ont eu lieu avant et donc de pouvoir découvrir tout ça et puis de vous le proposer à vous aussi. En tout cas moi ça a été un moment extraordinaire, j'espère que pour vous aussi. Voilà, alors si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit j'aime et puis je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour d'autres vidéos. Allez, ciao!